Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Je vais tout de suite commencer Cuchiel de Jacqueline Carré. Je vais là profiter du fait que il y a du calme chez moi. Il y a le ciel bleu qui est revenu et du soleil, et je suis désolée pour tous les fanatiques de l'automne, mais je déteste le ciel gris, la pluie et l'humidité. Donc là, je suis au meilleur de ma bonne humeur en voyant le ciel bleu, les nuages blancs et le soleil. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je vais essayer de faire un point quand je devrais arrêter de lire. Si... de l'héroïne qui s'appelle donc Phèdre. Et comme elle le dit elle-même, avec un tel prénom, elle avait un destin tragique presque tracé d'avance. Donc si je peux vous donner ce que j'en sais, puisque je n'en savais rien, c'est l'histoire apparemment de Phèdre, puisque c'est à la première personne du singulier. Et ce premier chapitre explique comment elle est arrivée dans l'une des maisons de la cour de nuit. C'est un peu flou, hein, c'est normal, donc je vais vous faire ça comme je l'ai compris. Donc il y a 13 maisons dans la cour de nuit. Elle est issue du mariage entre deux personnes de deux maisons différentes. Et le fait est qu'elle a une tare, apparemment elle a une tare physique, qui fait qu'elle est rejetée en fait de ses maisons d'origine, notamment celle de sa mère, qui aurait dû l'élever, l'éduquer, etc. Et ses parents étant dans une situation financière compliquée, ils se retrouvent par X et Y détours, contraints, si on peut dire ça comme ça, à vendre leur fille à la première maison, qui est la maison Céréus, je crois. Voilà, et donc elle nous fait ce récit a posteriori. On sent qu'elle est adulte, ou jeune adulte, quand elle le raconte. Donc voilà, le premier chapitre, c'est comment est-elle arrivée là où elle est arrivée. Et je pense que ça permet de présenter aussi les personnages et les maisons. Et je pense que le prochain chapitre aussi sera sur... Là, elle a 4 ans, à la fin du premier chapitre, elle a 4 ans, donc on a les 4 premières années de sa vie et un peu la vie de ses parents. J'imagine que par la suite, on va avoir comment elle a grandi dans cette maison, qui la prend pour... je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais en gros, qui l'achète, voilà. Donc là, il faut que je fasse 2-3 trucs sur l'ordi pour YouTube. Et j'espère après reprendre ma lecture parce que franchement, ça m'a bien intriguée. Voilà, ça m'a bien
donné envie, ce premier chapitre, ce qui est plutôt bien. C'est pas le cas de tous les chapitres. Allez, à plus tard. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give me don't pay trailer for sailoring. Coucou, alors on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui on est lundi, j'ai le petit chat sur les genoux qui est juste là. Vous le voyez pas, mais vous allez peut-être l'entendre dans le micro parce qu'il ronronne très fort. J'ai avancé dans la lecture de Kuchiel puisque j'ai lu 150 pages, ce qui fait à peu près 14 chapitres, ce qui est pas trop mal. Ce que je peux vous en dire pour le moment. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire et après je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai lu pour le moment. Donc concernant l'histoire, je vais essayer de faire ça de manière synthétique, ça va pas être facile. Donc, dans le royaume, dans l'univers de Kuchiel, donc du livre, hein, on trouve donc la cour de nuit dont je vous ai parlé hier, qui est une cour composée de 13 maisons. Et en fait, ces 13 maisons sont en gros 13 maisons closes, si je puis dire, 13 lieux dédiés à la prostitution, où quand on est formé là-bas, on est formé à des pratiques sexuelles et des arts sexuels précis, selon la maison dans laquelle on est. Voilà. Donc j'ai pas retenu toutes, on parle de 2 en particulier. J'ai pas retenu les 13, mais enfin voilà, vous pouvez vous imaginer quel genre de pratique ça peut être. Je vais éviter d'employer des mots trop crus, non pas par pudeur, mais parce que je veux pas trop me retrouver en bisbille avec YouTube. Voilà. Donc la jeune Phèdre devait être formée dans l'une de ces maisons, comme je vous ai dit hier, donc celle de sa mère. Sauf qu'à cause de sa tare physique, elle est rachetée par une autre maison, la maison Céréus, qui l'éduque. Donc dans leur jeune âge, ils ont une éducation qui n'est pas liée au sexe, qui est une éducation générale en gros. Et ils essaient de trouver ce que chaque enfant aura comme préférence de pratique par rapport aux 13 maisons pour ensuite les réorienter par rapport vers ces maisons. Voilà. Donc Phèdre se retrouve orientée vers l'une des maisons et en fait la chef qui s'appelle une dowaine, la dowaine de la maison où elle a été achetée, fait venir, avant de l'envoyer où que ce soit, fait venir un homme qui s'appelle Delaunay, Anaphiel Delaunay, qui est un homme politique, un ancien poète, qui n'a rien à voir avec la cour de nuit, en tout cas peut-être en tant que client, mais pas en tant que... il n'en fait pas partie, quoi. Et il décide de racheter Phèdre, justement parce qu'il reconnaît dans cette tare physique qu'elle a la marque de Kuchiel, qui est apparemment excessivement rare. Ce qui fait d'elle une anguisette, c'est le mot, il l'appelle une anguisette. Donc une femme, une personne marquée par la marque de Kuchiel. Je pense pas que ça soit spécialement dédié aux femmes, mais je suis pas sûre. Voilà où on en est dans le récit à l'heure actuelle. Quand Delaunay vient la voir la première fois, je crois qu'elle a 6 ou 7 ans, et elle reste jusqu'à ses 10 ans dans la maison qui la forme, et à ses 10 ans, elle est rachetée par Delaunay, et elle va suivre une formation chez lui. Donc elle a toujours été éduquée dans l'idée qu'elle allait se prostituer, en fait, en sachant que, encore une fois, elles sont quasiment vues comme des prêtres, enfin les hommes et les femmes qui se prostituent sont vus comme des prêtres et des prêtresses, hein. C'est pas... Voilà, faut vraiment voir ça avec un œil... pas l'œil qu'on a nous sur la prostitution, voilà, ou sur les maisons closes. C'est vraiment quasiment des temples avec des quasiment prêtres et prêtresses. Donc elle, c'est le destin qu'elle s'est toujours vu. Elle se rend compte une fois qu'elle arrive chez Delaunay que lui la forme elle apprend plusieurs langues, elle apprend l'histoire, elle apprend la politique, elle fait de la géopolitique. Enfin voilà, elle apprend tous les arts d'observation, d'espionnage, etc. Tous des arts qui lui sont totalement inconnus puisqu'elle n'a jamais été formée dans ce genre d'optique-là en fait. Elle a été formée comme on pourrait former une future bonne sœur en fait, hein, en quelque sorte. Même si on est d'accord, c'est bizarre comme comparaison, mais voilà. Bref, donc là où j'en suis, elle est chez Delaunay, elle est petit à petit initiée à tout ça, donc qui est pendant de ses 10 à ses 14 ans.
il la forme à tout ça. Et arrivé à ses 14 ans, il lui demande ce qu'elle veut faire et elle lui dit qu'elle, ce qu'elle veut, c'était une prêtresse d'une des maisons, quoi. Enfin voilà, se prostituer. Donc il lui offre une formation avec une femme qui est une ancienne, je sais pas le mot en fait, je dis prostituée, mais c'est pas vraiment comme ça que c'est défini, c'est un peu bizarre. Mais bref, une femme qui est une ancienne prostituée, qui était très réputée, voilà, voilà. Et il lui offre d'abord une formation théorique, il essaie de repousser au maximum le moment du passage à l'acte, même si on ne sait pas pourquoi, et qu'on n'est pas persuadé que ce soit par envie de la protéger ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, c'est pas mal vu et c'est pas une mauvaise chose, donc il n'y a pas vraiment de protection à avoir. On ne sait pas trop pourquoi. On sait juste en fait que ce personnage de Launay est très investi en politique. On parle beaucoup de politique, beaucoup de conflits, il y a beaucoup de passages où ça parle de toutes ces choses-là, sauf qu'on ne connaît pas les personnages, on n'a pas forcément les tenants et aboutissants, on a des petits bouts d'histoire tirés parfois de contexte en fait, ce qui fait qu'on comprend qu'il est très investi dans la politique, mais on ne comprend pas pourquoi, dans quel camp, si tant est qu'il y a un camp. Enfin, donc en gros c'est ça l'histoire. Je pense que je vais par la suite arrêter les résumés pour éviter de trop spoiler, même si là je vous ai tracé les grandes lignes en sachant que c'est ça, surtout le bouquin, et je crois qu'il y a 3 tomes. Bon, je pense pas avoir spoilé, hein, mais comme ça vous avez une petite idée de quoi ça va parler. Si par la suite je peux ajouter une suite de résumés sans spoiler, je le ferai pour voir, parce que en fait l'idée c'est, on se demande où ça va nous mener toute cette histoire, et voilà, moi j'ai l'impression qu'il essaye d'en faire une espionne ou d'en faire un pion politique sur son échiquier politique, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, tout ce qu'on comprend, c'est que Phèdre est, de par la marque de Kuchiel, rare, exceptionnelle, qu'elle est convoitée, enfin, en tout cas, qu'elle le sera, puisqu'il la cache beaucoup pour le moment. Donc, que c'est pas n'importe qui. En gros, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ça, c'est pour le résumé de l'histoire, là où on en est à l'heure actuelle, et voilà. Pour que vous ayez une petite idée. Je pense que c'est important parce que moi je l'ai attaqué sans savoir du tout où ça allait mener puisque je n'avais jamais relu le résumé. Bon, bah je pense que je vous ai tout résumé sans avoir lu le résumé au préalable. Donc le résumé, ça est bien ce que je viens de dire. Elle a été vendue à un noble qui a su reconnaître chez elle ce don cruel, donc lié à la marque de Kuchiel. Elle est devenue une courtisane ainsi qu'une espionne. Et elle découvre un complot, elle va partir dans une aventure épique et déchirante, blablabla. Donc voilà, c'était bien ce que j'avais cru comprendre. Voilà, donc en fait j'avance dans la construction des personnages mais pas franchement dans l'histoire puisque je vous dis on est encore au passé. Donc là on est sur un résumé de son enfance, sur comment elle s'est construite, j'imagine pour voir pourquoi elle en est là où elle en est au moment où l'histoire va réellement commencer, je suppose. Je dis ça, j'en sais rien. Voilà. Concernant mon avis, donc on va quand même peut-être faire un petit point sur ce que j'en pense. Je trouve que ça se lit beaucoup plus facilement que ce que je pensais si on arrive, je pense, uniquement à accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir et de laisser couler quand ça accroche et que c'est pas clair. Voilà. Après, c'est chacun sa façon de lire et je sais que on n'a pas tous la même façon de... Je sais que pour certains, le fait de ne pas tout comprendre, ça peut être un motif d'abandon, par exemple. C'est pas mon cas. Après, je pense que c'est lié au fait que j'ai fait des études littéraires et que ça m'est beaucoup arrivé de lire des choses et de n'en comprendre qu'une toute petite partie et d'être obligée de les lire quand même parce que il fallait quand même que j'ai l'histoire un minimum pour pouvoir avancer dans les cours, quoi. Donc moi, ça me dérange pas de pas tout saisir et de passer et de me dire que ça reviendra plus tard et s'il faut, je reviendrai en arrière. Voilà. Donc pour moi, c'est pas difficile à lire en parvenant à accepter qu'on ne peut pas tout comprendre et je pense sincèrement que même avec les meilleurs efforts du monde, il est impossible qu'on comprenne tout parce que je pense que c'est fait volontairement de cette manière, c'est fait exprès de nous balancer beaucoup d'infos, de nous balancer, de nous mettre dans l'ambiance sans qu'on saisisse tout. Et en même temps, quelque part, c'est cohérent parce qu'on se retrouve avec un personnage qui a entre 10 et peut-être 15-16 ans au moment où j'en suis, qui elle-même n'a pas tous les tenants et aboutissants, donc on saisit des bouts de conversation qu'elle-même saisit, sans forcément en comprendre, tout comme elle, ce qui se passe, ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Voilà. Donc c'est cohérent quelque part avec le fait que la narratrice parle à la première personne, qu'elle ne saisit pas tout, qu'elle n'a pas toute l'histoire forcément, et que du coup, nous en tant que lecteurs, non plus, tout simplement. Donc moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça se lit assez bien.
Une fois qu'on est dedans, on rentre facilement dedans et on a envie de continuer. Il ne faut pas être rebuté par tout ce qui a attrait aux choses, vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus ça avance, il y en a et plus je sens qu'il va y en avoir. Et à mon avis, des corsets par la suite, puisque, comme le dit le résumé derrière, Phèdre ferait partie d'une maison qui serait plutôt masochiste, plutôt, voilà. Donc je pense que ça va, voilà. À mon avis, on va avoir le droit à des scènes corsées. Donc si on est gêné par tout ça, si on est gêné par tout ce qui a rapport à ce genre de choses, je suis pas sûre que ce soit un livre à lire. Je pense cependant que il y a une vraie histoire qui va se construire et j'attends la suite pour me mettre dans l'histoire parce que dans l'absolu, ces scènes-là qui sont à mon sens pour le moment, peut-être qu'après par la suite ça aura du sens par rapport au récit et du coup je retirerai ce que je dis à l'heure actuelle. Mais pour le moment, c'est un petit côté un peu racoleur. Mais voilà, on va voir. La vision de tous les protagonistes de cet univers concernant la prostitution est assez étonnant parce que c'est vraiment... Enfin, je me souviens pas avoir déjà lu ça dans le sens où j'ai déjà lu des personnages qui n'avaient aucun problème avec toutes ces choses-là, que ce soit la prostitution, avec des pratiques, disons, traditionnelles de la chose. J'en ai vu plein, hein, des personnages qui n'avaient pas de problème avec ça. Le fait qu'un univers entier soit construit autour de ça, vraiment, c'est le point central de leur religion, et en total accord avec ça, c'est la première fois. Donc c'est assez étonnant. Je n'ai pas encore d'avis concernant le fait que des adolescents se retrouvent à se prostituer avec des adultes, sont achetés, etc., etc. Parce que dans notre vision des choses et dans notre univers à nous, c'est évidemment condamnable. Mais je ne sais pas encore dans cet univers réellement ce que ça implique. Ça veut dire que pour Phèdre, par exemple, c'est pas un problème du tout. Après, est-ce que par la suite le roman va dénoncer un endoctrinement religieux par rapport à la chose et voilà, une sorte de lavage de cerveau religieux qui fait que voilà, je sais pas où ça va aller. Donc je peux pas vous dire si on est dans une future dénonciation de rapports entre jeunes conditionnés à la chose et adultes, etc. Ou est-ce qu'on est vraiment dans un univers qui se veut totalement, qui voudrait avoir lavé totalement notre rapport, nous, en tant que personnes réelles et personnes occidentales, parce qu'à mon avis, Jacqueline Carré doit sûrement être... voilà, elle est des États-Unis, donc rapport occidental à la chose, etc. Et se voudrait être une page blanche et vraiment reconstruire totalement tout un monde autour de ça, je sais pas. Pour le moment, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui n'est pas du tout négatif, même si ça fait vraiment bizarre de voir des jeunes de 14 ans commencer à avoir une éducation très poussée sur ces domaines-là, parce que là, on ne parle pas de prévention, etc. On parle de vraiment... c'est considéré comme un art, c'est considéré comme un art au même titre que la danse et la musique, hein, je veux dire. Donc, c'est vraiment une éducation au même titre qu'on ferait pratiquer un enfant un instrument voilà, pour qu'il s'améliore. Là, c'est ça, quoi. Donc, bon, j'ai pas encore trop d'avis pour le moment, je sais pas. Ça me met pas mal à l'aise pour le moment, mais après, c'est vrai qu'on suit quasiment que Phèdre et qu'on a donc que son rapport à elle, à la chose. Est-ce que c'est le cas de tous les enfants? Est-ce que tous les enfants sont à l'aise avec ça? Est-ce que, enfin, je dis enfants, adolescents plutôt, sont à l'aise avec ça, etc. Je ne sais pas pour le moment. Donc je vais continuer, je referai un point et je vous dirai ça. Parce que j'ai déjà pas mal parlé pour juste ça. Je voulais vous parler du dieu oiseau, mais je pense que j'y reviendrai plus tard parce que de toute façon je n'ai pris aucune note. Donc tout ce que j'aurais pu vous dire est déjà envolé loin de mon cerveau. Et voilà. Allez, c'est parti.
Coucou. Alors aujourd'hui on est vendredi. Normalement le dernier plan que vous avez eu c'est la médiathèque mercredi. J'ai fait un point hier, j'ai filmé hier sauf que j'ai été interrompue, j'ai perdu le fil donc je reprends tout, c'est pas grave. Je vais vous faire un point maintenant sur ce que je voulais vous dire hier et ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour commencer, alors je vais vous montrer ce que j'ai emprunté à la médiathèque, tant qu'à faire, puisque vous avez eu le plan sur la médiathèque. J'ai emprunté 3 livres. Ok, donc j'ai emprunté le tome 2 de Cuchiel qui s'appelle L'élu au féminin et qui est donc la suite qui fait sensiblement la même taille. Hein. Je pense qu'on est sur le même, à peu près le même gabarit de bouquin, un peu plus petit peut-être. Voilà, donc je pense pas l'attaquer d'affilée, j'aimerais bien lire un des autres livres que j'ai emprunté avant, ou peut-être Betty, je sais pas encore. Hier, je suis allée à la médiathèque et j'étais sans bébé. J'étais que avec le grand qui a filé à la ludothèque direct. Donc j'ai eu le temps pour une fois d'aller dans tous les rayons, notamment au rayon des nouveautés. Et j'ai vu celui-ci. J'en ai vu d'autres, mais c'était des tomes 2 principalement. Donc j'ai réservé les tomes 1 qui n'étaient plus dispo. Et j'ai vu celui-ci, qui est donc L'enfant qui voulait disparaître de Jason Mott, qui, je crois, va traiter de racisme. Si j'ai bien compris, ouais, c'est un enfant noir qui est poussé apparemment par ses parents à disparaître de manière un petit peu fantastique pour échapper au racisme de la société. Donc en fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris le résumé. J'ai lu rapidement juste pour voir de quoi ça traitait plus ou moins. Et j'ai envie de le découvrir, donc je me suis pas renseignée ni sur l'auteur, ni sur rien du tout. Je me renseignerai pour savoir si l'auteur est un homme noir, pour savoir si le sujet est traité par une personne concernée ou non. Mais sinon, je vais d'abord le lire et puis après on verra. Donc ça a l'air hyper intéressant. Donc c'est aux éditions Autrement, que je ne connaissais pas. À voir. Je pense que ça se lira assez rapidement puisque ça fait moins de 400 pages, c'est écrit quand même assez gros avec des bonnes marges. Je pense pas que ça soit hyper difficile et long à lire. Et le troisième livre que j'ai emprunté s'appelle La femme ours et je ne vais pas me tenter à dire le nom de l'autrice parce que j'ai peur de l'écorcher. Donc je ne sais pas... Ah, elle est suédoise. Ouais, elle est suédoise l'autrice. Donc je pense que je suis incapable de prononcer correctement son nom, donc je vais éviter. Donc si j'ai bien compris, ça parle d'une femme qui est enceinte et qui tombe, je ne sais pas comment, sur l'histoire d'une femme qui pendant 2 ans a été seule, a vécu seule comme une femme sauvage alors qu'elle-même était enceinte. Voilà, et donc la personne de la femme qui est de notre époque à nous s'intéresse probablement par empathie parce elles ont le point commun d'être enceintes à cette femme du XVIe siècle qui a survécu pendant plusieurs années abandonnée dans la forêt, si j'ai bien compris. Je n'en sais pas trop, ça m'a tenté parce que la couverture m'a d'abord attirée. Je trouvais qu'elle était très belle, j'aime beaucoup le graphisme. Et puis j'ai trouvé que l'histoire avait l'air sympathique. Sympathique, est-ce que c'est le mot? J'ai trouvé que l'histoire avait l'air intéressante et puis ça me parle parce que j'ai moi-même des enfants, donc j'ai une petite idée de ce qu'est la grossesse. Donc à voir ce que ça va donner en fait, tout simplement. Je sais pas, je vais vous dire. Je pense que c'est le prochain que je vais lire, c'est celui-là qui me fait envie. La femme ours, aux éditions Buchet-Chastel. Avec une petite citation de Marguerite de Navarre en introduction, qui me parle beaucoup puisque j'ai fait mon mémoire de master notamment sur Marguerite de Navarre. Bref, voilà, donc à découvrir, à voir, je vous en ferai un retour quand je l'aurai lu, et je pense qu'il va y passer ce week-end. Donc ça c'est pour les emprunts de médiathèque que j'ai fait, j'en ai fait d'autres pour mon fils. Je pense que je ferai une vidéo peut-être littérature jeunesse, parce que j'adore la littérature jeunesse. Bref, je revenais principalement pour vous parler du Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein que j'ai terminé. Je l'ai lu sur Nextory, donc je n'ai pas le livre en physique, mais je vous mettrai la couverture ici. Résumé rapidement, c'est l'histoire de 10 clans qui vivent sur une île et tous les 10 ans, une compétition est organisée afin de définir le clan qui régnera sur tous les 9 autres clans pour la décennie à venir.
Donc il y a des champions des 10 clans qui s'affrontent durant des épreuves qualificatives, on va dire, puis durant l'épreuve finale où il ne reste que 10 compétiteurs qui s'en vont à la nage sur une île et l'un d'entre eux doit ramener l'œuf d'or du dieu Maoke, qui est le dieu oiseau, tout simplement. Durant le banquet du vainqueur, le clan vainqueur a le droit d'infliger absolument toutes les sévices qu'il souhaite sur les perdants, donc sur n'importe qui des autres clans. Et c'est une journée, une soirée, une nuit, tout ce que vous voulez, où on assiste à des scènes de violence extrême, donc de l'anthropomorphisme, des viols, de la torture, de l'humiliation, enfin voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer de pire durant le banquet peut arriver. Donc l'histoire, c'est le personnage principal, c'est Folan, qui est un jeune homme de 20 ou 21 ans, qui 10 ans auparavant a vu sa famille perdre la compétition et donc a vu les membres de son clan, et notamment son père, sa mère et sa sœur, être torturés, être humiliés, être violés, être dévorés, cuits, vivants et puis dévorés, enfin bon, des choses affreuses qu'on n'ose pas imaginer. Et donc Folan a été sauvé par le fils du vainqueur, qui s'appelle Torok, qui l'a épargné afin d'en faire son esclave. Voilà, c'est c'est fort sympathique. Donc pendant 10 ans, Folan, donc au service de Torok à tous les niveaux, et Torok qui est je n'ai pas la prétention d'avoir des connaissances en psychologie, mais je pense qu'on peut dire que c'est un psychopathe. Torture, humilie de toutes les manières possibles et imaginables Folan. Donc quand je dis toutes les manières, c'est toutes les manières, bien que beaucoup de choses soient tues, beaucoup sont sous-entendues. Donc voilà, c'est vraiment le personnage de Folan est un jeune homme qui a vécu toutes les pires choses qu'on puisse imaginer, du moment où il a perdu du moment où son père, qui était le compétiteur, a perdu, jusqu'à le présent, donc quand on commence le livre, il a vécu toutes les pires choses qu'on puisse imaginer, tous les pires traumatismes imaginables. Donc quand le livre démarre, c'est quelques jours avant la compétition, donc c'est 10 ans plus tard, c'est quelques jours avant la prochaine compétition, et Folan souhaite participer à cette compétition afin de venger son clan, de venger sa famille et de se venger lui de ce qu'il a subi du clan de Torok, donc du clan du bras de fer, le clan s'appelle le bras de fer, et donc il espère gagner pour s'en venger, voilà. Donc ça c'est quand on démarre, on en est exactement là où je vous dis, je vous ai rien donné de l'histoire qui soit plus loin que l'introduction, entre guillemets. Donc je préfère vous dire tout de suite, enfin je l'ai déjà évoqué auparavant, ce livre comporte énormément de trigger warning, comme je l'ai dit avant, viol, pédocriminalité, torture psychologique, torture physique, enfin bref, je ne saurais pas vous faire le détail de tout ce qu'on peut trouver comme trigger warning, mais je pense, mis à part peut-être torture sur animaux, je crois qu'il n'y en a pas. Sinon, tout le reste y est. Hein. Concrètement, c'est vraiment hyper violent. Donc si vous êtes sensible, si vous ne supportez pas des descriptions affreuses, même des évocations de choses affreuses, ou ce genre d'ambiance hyper sombre, hyper violente, c'est franchement pas la peine parce que ça va juste vous faire du mal et ça n'a aucun intérêt de lire un livre pour se faire du mal. Voilà. Alors mon avis maintenant. J'ai noté tout ce que j'avais envie de vous dire, mais il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'être assez brève quand même, parce que sinon on va pouvoir en parler très longtemps. Ce que j'ai bien aimé, la première chose qui m'a marqué dans l'histoire, c'est le développement de l'intériorité de Folan, de ce qui se passe dans sa tête en fait. Parce qu'on trouve un personnage qui est ce qu'il est suite à ce qu'il a vécu, qui a des ambitions de devenir quelqu'un d'autre et d'évoluer vers quelque chose, même si c'est via la vengeance. Il a les moyens qu'il va mettre en place et ce qu'il va faire concrètement pour atteindre ce but. Et au final, ce qu'il devient réellement, et le moment où il se rend réellement compte de ce qu'il est suite à tout ça, et où il fait... Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de chemins parallèles. Il y a sa volonté, ses envies et la réalité qui sont confrontées.
et surtout la prise de conscience de l'étendue de ses traumatismes en fait. À quel point il pense qu'il est uniquement motivé par la haine suite à ce qu'il a vécu et il réalise petit à petit que en fait ce qu'il a vécu ça touche énormément de choses dans sa personne, que ce soit physique et que ce soit mental. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien développé. Donc je trouve vraiment que pour ça le personnage de Follan est hyper bien développé. Le personnage de Torok aussi est bien développé, mais Follan il est vraiment... il y a vraiment une réflexion sur ce personnage et une réflexion sur ce que peuvent être les suites des traumatismes, ce qui reste de ce qu'on a vécu, quoi. Il y a une autre question qui est hyper intéressante et que j'ai trouvé bien traitée, c'est l'évolution et le questionnement qu'il y a entre le souvenir qu'il a d'avant, donc quand il était enfant, qu'il était heureux, qu'il avait une famille, etc. Enfant intégré dans un clan, dans une vie de clan. Et finalement, ce qu'il en reste à l'heure actuelle, donc 10 ans après, la moitié de sa vie où il a été esclave, finalement, qu'est-ce qui reste de ce à quoi il s'accroche en fait? Il s'accroche à ses souvenirs d'enfant, il s'accroche à son clan, il s'accroche à la vengeance qu'il veut mener à bien pour son clan, pour sa famille et pour lui. Mais en fait, est-ce qu'il fait encore partie de ce clan? Tout simplement. Est-ce qu'il fait partie encore d'un clan tout court? Parce qu'il ne fait pas partie du clan du bras de fer, puisqu'il n'est qu'un esclave. Mais est-ce qu'il existe encore pour les gens qui sont, en fait, pour lui, sa famille par extension? Pas sa famille proche, puisqu'ils sont tous morts, mais sa famille par extension, en fait. Il y a ce que lui a gardé et ce à quoi il s'accroche, et la réalité, tout simplement. Est-ce que les gens là-bas se souviennent de lui? Est-ce qu'il compte encore? Est-ce que s'ils le revoient, ça sera positif ou négatif? Quelle réaction ils auront face à... Enfin voilà, il y a tout un questionnement. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais vraiment, c'était vraiment très intéressant. Et avec tout ça, le questionnement que j'ai trouvé sous-entendu, pas clairement donné, mais sous-entendu, et qui je trouve qui est un questionnement d'actualité à grande et plus petite échelle, c'est le fameux "ce qui ne tue pas nous rend plus fort" et ce truc qu'on entend souvent là sur... typiquement, voilà, moi j'ai eu des fessées quand j'étais petit, ça m'a pas tué. Ok. Il y a une vraie question sur le traumatisme en fait. Est-ce que vraiment le fait de ne pas être mort et d'avoir survécu à tout ça en fait de lui quelqu'un de plus fort? Est-ce que ça veut dire que c'est pas grave puisqu'il n'en est pas mort et qu'il a survécu? Enfin, il y a un vrai questionnement par rapport à ce que les traumatismes, enfin je reviens au point d'avant en fait, mais ce que les traumatismes font de nous en fait. Est-ce que ne pas mourir de quelque chose veut dire que c'est bien pour autant? Est-ce que ça rend les choses faciles à oublier? Est-ce que ça fait de nous une meilleure personne? Comment ça influence ce qu'on devient, ce qu'on est devenu, ce qu'on fait, comment on le fait? Voilà. Et donc c'est une question que je trouve vachement d'actualité parce que c'est vraiment des choses que j'entends sur les violences de manière générale, hein, que ça soit faites aux enfants. Hein, n'oublions pas que les enfants sont la minorité la plus oppressée du monde. Que ce soit les enfants, que ce soit toutes les minorités. Hein. Est-ce que vraiment le fait de subir tout ça nous rend plus forts? Voilà. C'est une vraie question et ça pousse à réfléchir. Un autre point que j'ai trouvé très intéressant et qui est questionné dans le livre par le personnage de Follan lui-même, c'est la question de la violence sociale autorisée. C'est-à-dire que quand le banquet a lieu et que les gens sont... Enfin même durant les épreuves, mais notamment au banquet par exemple, où il y a des choses vraiment affreuses qui se passent aux yeux de tous, qui n'est pas une question de survie, qui n'est pas une question de rien du tout, hein, c'est de la violence gratuite. Est-ce que c'est bien parce que c'est autorisé? Est-ce que la fameuse tradition du sacrifice humain pour apaiser les dieux, pour avoir leur faveur, etc., est réelle? Est-ce que les gens le pensent vraiment? Ou est-ce que c'est une excuse pour pouvoir s'en donner à cœur joie dans les pires noirceurs dont l'humanité est capable? Et ça, c'est une question que se pose le personnage et que je trouve vraiment intéressante. Parce qu'elle peut se transposer en fait à ce que nous on vit et ce que nous on voit. Est-ce que la religion peut excuser les violences? Est-ce que sous le prétexte et l'excuse d'une divinité quelconque, quelle que soit la religion, on peut se permettre de tuer des gens, de torturer des gens, de faire du mal à des gens, d'asservir des gens?
Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est une excuse pour le faire malgré tout? Et même pas que la religion, de manière générale, la société, parce que c'est ce qui est traité en fait dans le livre, c'est que finalement, ce qui perpétue les plus gros abus sont la noblesse en fait. C'est pas le petit peuple, c'est les gens les plus riches, les gens, voilà, ceux qui gagnent les compétitions parce qu'ils ont plus entraîné, enfin vous voyez ce que je veux dire. Toute cette question de est-ce que c'est bien et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est acceptable sous prétexte que c'est une tradition, sous prétexte qu'il y a la religion, sous prétexte que c'est les gouvernants et les dirigeants qui perpétuent ces choses. Bref, il y a toute cette question sociale hyper intéressante qui est en suspens, puisque Follan se dit peut-être que finalement, ce que le dieu attend d'eux, c'est non pas qu'ils continuent cette tradition qui dure depuis 500 ans, puisque plus personne ne sait pourquoi ils le font, hein. C'est une tradition, on ne sait plus pourquoi on le fait, ils le font mais ils ne savent plus pourquoi. C'est dit dans le livre qu'on a oublié l'erreur originelle qui a mené à ça. La question que se pose Follan, c'est est-ce que finalement le dieu oiseau n'attend pas d'eux qui est un gagnant qui juste cesse, disent stop, refuse le banquet, refuse la violence, etc. Bref, c'est un questionnement qui est ouvert. C'est très intéressant. Moi j'ai trouvé ça intéressant. La dernière chose que je voudrais évoquer, parce que ça je parle depuis un bout de temps déjà, c'est la question des descriptions de violences ou même de l'évocation des violences et des abus. Est-ce que c'est justifié dans le livre? C'est une question que je me pose souvent, enfin je veux dire que je me pose à chaque fois que je lis de manière générale une scène, mais évidemment encore plus quand on décrit des choses affreuses, hein. C'est est-ce que c'est justifié, est-ce que ça a un intérêt dans le livre? Parce que moi, lire des scènes de torture pour lire des scènes de torture, personnellement, ça n'engage que moi. Parce que moi, de manière générale, lire des scènes qui ne servent à rien, voilà. Donc, est-ce que la violence ici est justifiée? Et je pense que oui. Je pense que ce n'est pas un travers de l'autrice qui prend un plaisir un peu malsain à décrire des choses affreuses. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de description inutile. Il n'y a pas de, c'est pas du, comment ça s'appelle là, du porno gore ou je sais pas quoi là, je sais plus le nom, mais vous voyez ce que je veux dire, où on prend du plaisir à décrire des choses affreuses juste pour décrire des choses affreuses. Ça veut dire que dès qu'il y a une description de scène de violence, elle sert le récit et elle sert surtout la complexité des personnages, notamment, surtout, principalement de Torok et de Follan. Mais c'est vrai que toutes ces descriptions servent à nous permettre, je pense, peut-être à nous qui, je l'espère, je le souhaite de tout cœur, personnes qui n'avons jamais vécu un quart de ce qu'a vécu Follan, même moins d'un quart d'ailleurs, mais bref, puissions imaginer pourquoi il en est là où il en est. Parce que Follan, c'est un personnage qui vraiment nous pousse à ressentir beaucoup d'empathie pour lui, parce que c'est vraiment affreux. Et surtout les descriptions de ce qu'il a vécu enfant, c'est terrible de s'imaginer vivre ça à 10 ans. Mais ça reste un personnage qui est nuancé. C'est pas le grand gentil qui fait une totale abnégation de sa personne pour sauver son peuple. Enfin non, pas du tout. Il a des côtés sombres, il a des côtés qui sont méprisables, qui sont parfois nous font nous interroger vraiment sur... Bref, je vais pas en dire plus parce qu'il faut le lire pour comprendre, mais... Ouais, bref, tout ça pour dire que les scènes de violence servent tout ça et c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de scènes de violence sont évoquées, ne sont pas du tout décrites, mais c'est juste pour... je saurais pas comment vous dire. C'est parce qu'en fait, enfin en tout cas moi, mon cerveau pouvait pas imaginer tout ce qu'il avait vécu et le fait de mettre en balance quelque chose qui vit au présent et que ça se rapporte à une situation vécue au passé, on se dit mais en fait... il a tout vécu quoi, et c'est d'autant plus touchant que je pense que beaucoup d'enfants, de personnes dans le monde vivent ces choses affreuses que lui vit. Il y a beaucoup de gens qui sont réduits en esclavage et qui sont torturés gratuitement. Est-ce qu'on peut torturer non gratuitement? Non, mais je veux dire qu'ils vivent des choses, une violence gratuite par plaisir et par sadisme du persécuteur. Et voilà, je pense que pour moi c'est inimaginable et je sais que c'est une fiction et que Follan n'a pas existé. Malgré tout, ça permet d'ajouter, ça a ajouté dans mon cerveau
des choses que je... Enfin, moi, en fait, si vous voulez, pour moi, ce qui était décrit, c'était juste, il avait vécu que ça, quoi. Il avait entre guillemets... Attention, hein, je dis bien entre guillemets, je réduis pas du tout ça à genre ça va, pas du tout. Mais il avait juste été esclave et été humilié. Mais en fait, non, on se rend compte qu'il y a eu... ça n'a pas de fin, en fait, une fois qu'une personne est sous l'emprise de quelqu'un qui a qui a tous les droits sur lui de vie, de mort et de tout ce qu'il y a entre la vie et la mort, eh ben la personne le fait et en profite, et c'est ce que Follan a vécu. Bref, je m'étale énormément parce que j'ai trouvé que c'était pas juste une lecture plaisir, c'est très bien écrit, il y a un très bon rythme, ça se lit très bien. Je pense qu'on peut lire l'histoire sans chercher à se creuser le cerveau comme je l'ai fait, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment posé beaucoup de questions, ça m'a vraiment interrogée et j'avais envie de mettre quelques petites pierres ici si jamais vous le lisez, ou si vous l'avez lu et que vous avez vu autre chose que j'ai pas vu, dites-le moi, et si vous n'aviez pas vu ce que je dis là et que ça vous fait réfléchir, bah dites-le moi aussi. Ce que je garde de cette lecture, c'est qu'elle fait partie des lectures, et il n'y en a pas tant que ça, que je n'oublierai pas, et je pense que les personnages et l'histoire vont longtemps rester. Et je me pose la question d'acheter ce livre pour le coup parce que je pense que j'aurais envie de le relire. Bref, du coup, comme j'ai adoré Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, j'ai attaqué sur Next Story Mère Morte, qui a l'air d'être un petit peu dans le même genre. Je vous redirai quand j'aurai avancé. Sinon, concernant Cuchiel, je vais très vite parce que sinon on va y passer 1 heure. Dans Cuchiel, le tome 1, j'ai lu tout ça, j'en suis un petit peu plus de la moitié, j'en suis à la page 516, au chapitre plus ou moins 50 je crois. Je vais pas trop en dire parce que bah déjà j'ai pas trop envie de spoiler et puis j'ai pas fini. Mais plus ça avance, plus je suis dedans, plus ça m'intéresse. On est passé à une histoire un petit peu plus intéressante à mon sens. Le personnage de Phèdre est de plus en plus intéressant aussi. Et les autres personnages sont également plus intéressants que les précédents à mon sens. On est rentré dans l'histoire du complot, ça y est, il a quand même fallu arriver à la moitié pour arriver vraiment au complot, je pense, qui va être le complot de l'histoire. J'aime bien, je trouve que ça se lit bien. J'aurais aimé le finir pour demain. J'ai pas pu lire hier, donc forcément, là, ça va être un peu chaud, on verra. Je vais lire, je pense, beaucoup ce soir et on verra où j'en serai demain. Et si je peux le terminer ou non. Voilà, là, ça fait longtemps que je parle et je dois aller faire plein d'autres choses. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Et on se retrouve sûrement plus tard. De toute façon, je reviendrai au moins pour clôturer. Voilà, à plus tard. Alors, il est méga tard. Mais comme je me suis endormie en endormant les enfants et que je me suis levée à 23h, j'ai donc fait une sieste de 3 heures, de 20h à 23h, c'est parfait. Bref, du coup, j'avance un peu. Donc j'ai lu 7 chapitres. Ouais, c'est ça, 7 chapitres. Ce qui représente 70 pages plus ou moins. En une bonne heure là. Et il me reste ça encore. Donc du coup, j'ai noté 2 points essentiels à l'heure où on en est, qui m'ont bien plu. Donc déjà, je vous ai dit, on a avancé dans l'histoire et il se passe plein de trucs. Et on est dans une vraie aventure de fantaisie maintenant. Il y a 2 choses qui me... Alors il y a une chose qui me saoule. C'est le chauvinisme exacerbé de Phèdre, qui passe son temps à comparer tout le monde au fameux physique d'Angelin, donc qui est son pays. Et c'est fatigant, c'est hyper pénible. Elle est tout le temps en train de tout comparer à chez elle et à sa culture, et surtout physiquement. C'est relou. Mais je sais pas s'il y a une raison qui viendra plus tard, mais pour le moment, je trouve ça pénible. Bref. L'autre point, il y a une amitié qui se noue entre elle et un autre personnage que vous découvrirez et qui me plaît beaucoup, même si ça dérive vers la romance. Mais c'est plutôt cool du coup, parce que on va dire qu'on passe de relations principalement intéressées, rapport soit à la particularité de Phèdre, soit à ses services, soit... Enfin bref, là, il y a quelque chose de véritable qui se noue. Enfin, il y avait déjà une amitié qui était nouée dans l'histoire, mais il y en a une autre, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc à voir comment ça évolue tout simplement.
Voilà, et je voulais vous montrer un truc que j'ai remarqué en re-regardant la carte. Genre, je dois être la seule à pas l'avoir vu, hein, mais vous voyez pas trop l'Europe occidentale. Genre là, l'Irlande, l'Angleterre, là, la France, l'Espagne, et puis là, les pays de l'Est. C'est moi qui... Non, mais je pense vraiment que c'est inspiré de l'Europe occidentale, hein. Genre la brute. En fait, ça, ce qui m'a fait tilter, c'est... Oula, je suis désolée pour la lumière. Ce qui m'a fait tilter, c'est là. Ça s'appelle Morbrand, ou Morbrad, peut-être. Et j'ai bugué en me disant, mais c'est marrant, on dirait Morbihan. Et j'ai dit, ah, mais on dirait la Bretagne. Ah, mais on dirait la France. Bref, voilà. Bon, il est 1h du matin, tout va bien. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Sûrement à demain. Je pense pas refaire un point, parce que là, il est tard. Que je vais peut-être lire encore un chapitre ou deux et aller dormir quand même. Voilà. Alors, on se retrouve dimanche pour clôturer le vlog de la semaine. Donc, Tuchiel, où j'en suis? Il me reste ça à lire, ce qui représente presque 300 pages plutôt. Donc, il me reste en fait finalement pas grand-chose, hein. J'ai bien avancé. J'ai pas lu autant que je voulais, mais j'ai quand même bien avancé. J'ai pas pu le ramener hier, mais de toute façon, hier, il faisait un temps tout pourri et je suis pas sortie. Donc, ce n'est pas grave, voilà. Je vais pas trop en parler pour pas trop en dire. Ce que je peux vous dire, c'est que plus ça avance et plus j'apprécie ma lecture. Parce que je trouve que le personnage de Phèdre est de plus en plus intéressant et qu'elle sort un petit peu du carcan dans lequel elle était au début. Donc c'est plutôt cool. Elle noue des relations avec d'autres personnages qui sont aussi intéressantes, qui, je pense, ne sont pas intéressés pour le coup, et qui donc n'ont pas rapport avec ni sa vocation de prêtresse, je sais plus le mot, de Nahama, qui ne sont pas tarifées, enfin voilà, des vraies relations d'amitié, d'amour, etc. Chose que je trouve plutôt chouette, voilà. Et puis on est vraiment dans l'histoire et dans le fameux complot dont on parlait dans le résumé. Et du coup, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses et c'est plutôt sympathique, j'aime bien. Du coup, je vous ai montré que j'avais pris le tome 2. Je vais pas enchaîner, je pense, tout de suite. Sauf si la fin donne vraiment très envie, mais sinon, je pense pas enchaîner tout de suite. Je vais peut-être lire autre chose entre-temps. Je vais même sûrement lire autre chose entre-temps. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne veux pas trop en dire parce que je suis partie dedans sans trop savoir. Et j'aime plutôt ça, donc je pense que j'en ai assez dit. J'ai attaqué, je vous ai dit, je crois, Mère Morte. Donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vais vous tourner une pile à lire. Alors, j'avais dit dans la dernière et première vidéo que je ferais sûrement que des vlogs, mais en fait j'ai envie de faire une pile à lire. Bref, vous verrez ça. Je vais la tourner là, juste après parce que j'ai le temps, qu'il y a un peu de soleil et que du coup la luminosité n'est pas trop désagréable, même si ça éclaire un peu plus un côté, mais c'est pas grave. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais poster, je pense, maintenant le lundi parce que vu que le dimanche, il y a les vidéos sur la chaîne Plantes, ça risque de faire beaucoup pour moi à gérer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me parler des livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, enfin voilà, me parler des livres que je présente et dont je parle. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!